Bonjour et bienvenue dans notre formation en visualisation des données avec Power BI. C'est pour nous un plaisir de vous voir dans cette formation. C'est notre première séance où nous allons voir la prise en main de ces logiciels, où nous allons voir ensemble comment fonctionnent ces logiciels, où nous allons parler de la théorie pour comprendre ensemble c'est quoi les tableaux de bord, pour comprendre les champs d'un graphique. Comme vous pouvez le voir au niveau de notre interface, à ce niveau, au niveau des visualisations, nous avons pas mal de graphiques. Dans cette séance, nous allons comprendre ensemble quand choisir tel ou tel autre graphique. C'est une séance qui est très importante. On va d'abord comprendre la partie théorique avant de passer à la visualisation des données où nous allons d'abord comprendre c'est quoi un tableau de bord. Un tableau de bord est un outil visuel permettant de suivre des indicateurs clés, prendre des décisions rapides, détecter des tendances, comparer des performances, visualiser les données en un coup d'œil. Les tableaux de bord, autrement, c'est l'ensemble des graphiques. Dès que vous mettez les graphiques ensemble pour expliquer ou expliciter quelque chose, là, directement, vous formez ce qu'on appelle les tableaux de bord. Les tableaux de bord présentent l'essentiel par les détails, c'est-à-dire que au niveau de votre tableau de bord, vous devez mettre seulement les informations qui sont importantes, ce que vous aurez à expliquer dans votre projet. On ne doit pas mettre des graphiques qui ne sont pas utiles ou importants. On doit mettre seulement des données qui sont importantes car on ne doit pas avoir également plusieurs graphiques dans notre tableau de bord pour rendre notre tableau de bord lisible. Le tableau de bord doit présenter uniquement l'essentiel, les informations importantes, pas les détails. Les détails, on les garde à côté et on doit présenter au public le tableau de bord qui est synthétique. Quels sont les principes d'un bon tableau de bord? Un tableau de bord efficace doit être clair, c'est-à-dire qu'il doit être compréhensible à moins de 5 secondes. Dès qu'on voit les tableaux de bord, on comprend directement ce que vous aviez voulu dire. Un tableau de bord doit être synthétique. On doit aller à l'essentiel lors de la création de notre tableau de bord. On doit maintenir et mettre uniquement les informations qui sont importantes pour rendre notre tableau de bord synthétique. On ne doit pas tout mettre sur les tableaux de bord. Notre tableau de bord doit être visuel. On doit mettre des graphiques qui sont pertinents et harmonisés. Pour rendre les graphiques pertinents et harmonisés, il y a des règles qu'on doit suivre pour le choix d'un graphique. On ne doit pas mettre un graphique à barre à la place de l'histogramme. On doit maintenir un tableau de bord qui possède des graphiques pertinents et harmonisés. À part ça, notre tableau de bord doit être interactif. On doit appliquer les filtres, on doit appliquer les segments, on peut également appliquer les boutons pour rendre notre tableau de bord interactif. Lorsque nous avons un tableau de bord interactif, s'il faut on essaie seulement de jouer avec les filtres au niveau d'un seul graphique, tous les tableaux de bord vont être modifié. C'est pourquoi on doit rendre un tableau de bord interactif. Comme ça, lors de l'explication, ça va captiver le public. Ça va également vous faciliter la tâche lors de la présentation de votre projet. Un tableau de bord doit également être fiable. On doit avoir des sources qui sont correctement mises à jour. On doit se poser la question, est-ce que les données que je suis en train d'analyser, que je vais présenter dans tel projet, sont à jour? Ce sont les règles d'un tableau de bord qui est efficace. Il doit être clair, synthétique, visuel, interactif et doit être également fiable. Ce sont les principes d'un bon tableau de bord qu'on doit respecter. Quelles sont les erreurs courantes à éviter? Trop de couleurs. Lors de la conception de notre tableau de bord, on ne doit pas mettre plusieurs couleurs. Lorsque vous mettez plusieurs couleurs, premièrement, le tableau de bord ne sera pas percutant, ne sera pas attirant et aussi les tableaux de bord risquent même de ne pas être lisibles. On doit mettre des couleurs qui correspondent premièrement et on ne doit pas mettre plusieurs couleurs pour rester avec la pertinence de notre tableau de bord. Deuxièmement, on ne doit pas avoir plusieurs graphiques. C'est ce qu'on venait de dire également qu'on doit mettre seulement les informations qui sont importantes et essentielles
sur notre tableau de bord pour ne pas avoir plusieurs graphiques. Premièrement, lorsque vous mettez plusieurs graphiques au niveau de votre tableau de bord, les tableaux de bord ne sera pas lisible. Et deuxièmement, pour l'expliquer, ça serait également un peu difficile car ça va vous demander de défiler dans tous ces graphiques. Troisièmement, on ne doit pas avoir les graphiques non alignés. On doit maintenir l'ordre lors de la présentation de notre tableau de bord. On doit également se rassurer qu'on a bien aligné les différents graphiques qui composent notre tableau de bord. On ne doit pas mettre des indicateurs qui sont inutiles lors de la conception de notre tableau de bord. Absence de filtre. Lors de la création de notre tableau de bord, on doit utiliser également des filtres. Données non mises à jour, on doit se rassurer que toutes les données qui ont été utilisées lors de la conception de notre tableau de bord sont à jour. Base de données non nettoyée, c'est également une erreur qui est courante qu'on doit éviter. Dans la suite de cette formation, nous verrons comment on peut nettoyer les données efficacement pour passer à la présentation de notre tableau de bord, pour également parvenir à faire des graphiques. C'est toujours important de nettoyer les données avant de passer à la création des graphiques et aussi avant de passer à la création de notre tableau de bord. Lorsque vous utilisez une base de données qui n'est pas nettoyée, au niveau des graphiques, nous aurons des valeurs manquantes, nous aurons également des valeurs aberrantes. On peut également avoir des valeurs qui ne correspondent pas à ce qu'on voulait avoir. C'est pourquoi c'est toujours utile de passer d'abord au nettoyage de la base de données avant de passer à la création de notre tableau de bord pour ne pas avoir des résultats qui ne sont pas exacts. C'est une étape qui est vraiment cruciale, le nettoyage des données. Dans la suite de cette formation, nous verrons comment on peut nettoyer les données avec Power Query ou en utilisant d'autres méthodes. Créer un tableau de bord dans Power BI, c'est transformer la donnée brute en outil de décision puissant et visuel. Lorsque vous créez votre tableau de bord dans Power BI, vous facilitez la tâche à la personne qui va voir les tableaux de bord. Vous facilitez également la tâche lors de la présentation de votre tableau de bord dans un ou X projet. En maîtrisant le nettoyage des données, les graphiques, les segments et les bonnes pratiques de design, vous pouvez construire des tableaux de bord professionnels, interactifs, performants et convaincants. Dans la suite de cette formation, nous allons maîtriser tout ceci ensemble. Nous allons voir comment on peut nettoyer les données. Nous allons voir comment on peut représenter les graphiques. Nous allons voir quand et pourquoi choisir tel ou tel autre graphique. Pourquoi choisir les graphiques à barre? Pourquoi choisir l'histogramme? Pourquoi choisir X graphique? Nous allons voir ça dans la suite de cette formation. Nous allons voir comment utiliser les segments. Nous allons voir les bonnes pratiques de design pour ne pas mélanger mille et une couleurs. Nous allons voir comment on peut construire un tableau de bord professionnel, interactif, performant et convaincant. Un beau tableau de bord raconte une histoire et aide à prendre la meilleure décision. Et on doit être sûr que la meilleure décision qu'on doit prendre grâce à notre tableau de bord est exacte, car lorsqu'on n'a pas nettoyé les données, lorsqu'on a mis trop de couleurs, lorsqu'on a utilisé des indicateurs inutiles, on risque de prendre des mauvaises décisions à la place des meilleures décisions parce que nous avions mal conçu notre tableau de bord. On doit make sure que les décisions qui seront prises après avoir expliqué notre tableau de bord vont permettre à l'entreprise d'évoluer. Quels sont les graphiques que nous avons dans Power BI? Dans Power BI, nous avons pas mal de graphiques. Parmi les graphiques que nous avons dans Power BI, nous allons essayer de citer les graphiques qui sont beaucoup plus utilisés et nous allons voir pourquoi utiliser tel graphique. Nous allons voir quand utiliser ces graphiques. On commence par les graphiques à secteur. Nous avons déjà ici une image des graphiques à secteur. Ils sont utilisés pour montrer des proportions d'un tout, c'est-à-dire comment chaque partie contribue à un total 100%.
idéal pour un petit nombre de catégories D à 5 avec des différences claires comme la répartition des ventes par produit ou des parts des marchés. En grosso modo, ça signifie qu'on doit utiliser les graphiques à secteur lorsqu'on n'a pas plusieurs proportions ou lorsqu'on n'a pas plusieurs catégories. Lorsque vous utilisez un graphique à secteur alors que vous avez plusieurs catégories, vous risquez de ne pas expliquer correctement les graphiques parce que les graphiques ne seront pas lisibles. Les taux doivent former à chaque fois les 100%. Comme vous pouvez voir ici, nous avons 38%, 20%, 12%, 10%, 14%, 6% et le total va à chaque fois nous donner 100%. C'est ça ce qu'on appelle les graphiques à secteur. Il nous permet de montrer des proportions d'un tout, c'est-à-dire comment chaque partie contribue à un total de 100%. Par exemple, un graphique à secteur peut illustrer les pourcentages des recettes générées par différents types de clients. Par exemple, nouveau vise les fidèles pour une entreprise donnée. C'est ça l'utilisation des graphiques à secteur lorsque vous n'avez pas plusieurs catégories ou plusieurs proportions et vous avez besoin d'illustrer ou de montrer des proportions qui équivaut par exemple à 100% et on n'a pas plus de 6 ou plus de 7 catégories ou proportions, on peut opter pour les graphiques à secteur. On vient de voir quand on doit utiliser les graphiques à secteur. Maintenant, quand on ne doit pas utiliser les graphiques à secteur. Les graphiques à secteur, on doit éviter ça lorsqu'on a plusieurs catégories. Lorsqu'on a plusieurs catégories, les graphiques à secteur deviennent illisibles s'il y a trop de tranches. On peut avoir plus de 5, plus de 6, plus de 10. Et là, les graphiques à secteur ne seront plus lisibles comme il faut. On doit également éviter les graphiques à secteur lorsque on a besoin de comparer plusieurs graphiques. Difficile de comparer précisément des graphiques en secteurs différents. On ne doit pas utiliser les graphiques à secteur lorsqu'on a des données qui évoluent dans le temps. Moins efficace que les graphiques linéaires pour montrer des tendances. À la place d'utiliser les graphiques à secteur, lorsqu'on a des données qui évoluent dans le temps, on peut utiliser les graphiques linéaires ou qu'on appelle toujours des lignes. On va voir ça dans la suite. On doit maintenir que lorsque nous avons des données qui évoluent dans le temps, on ne doit pas utiliser les graphiques à secteur. On ne doit pas utiliser les graphiques à secteur également lorsqu'on a affaire aux graphiques 3D. Ils peuvent déformer la perception des proportions. Nous avons ensuite les graphiques à courbe. C'est ça les graphiques à courbe qu'on venait de dire qu'ils peuvent expliquer les données qui évoluent dans le temps. Maintenant, quand devons-nous utiliser les graphiques à courbe? Ils sont utilisés pour visualiser des tendances et des évolutions continues sur une période donnée. Lorsque nous avons besoin d'expliquer par exemple l'évolution de tels produits en termes de nombre de ventes, on peut opter pour les graphiques à courbe parce qu'ils vont expliquer les tendances et vont également montrer l'évolution sur une période donnée. Ils sont utilisés pour visualiser des tendances et des évolutions continues sur une période donnée ou pour comparer plusieurs séries de données sur une même échelle, révélant ainsi des modèles, des hauts, des bas et des saisonnalités. Grâce au graphique à courbe, vous pouvez voir comment la vente d'un produit a évolué dans les mois de janvier, février, octobre, décembre et grâce au graphique, vous pouvez facilement voir dans tel mois il y a eu plus de ventes, dans tel mois on n'a pas eu assez de clients pour tel produit. Et grâce au graphique à courbe, vous avez la possibilité de voir ça facilement. On a encore l'exemple pour suivre l'évolution du trafic mensuel d'un site web ou les variations du prix des actions d'une entreprise sur un an. Un graphique à courbe est idéal pour montrer la progression et les pics. Ça va vous montrer comment votre chaîne évolue pour le même des chaînes. On peut avoir des graphiques à courbe, on vous montre les personnes qui ont consulté votre chaîne, les personnes qui ont consulté votre profil.
on va voir les graphiques à courbe. On va vous montrer tel jour il y a eu plus de visites dans votre site, tel jour il y a eu plus de visites dans votre compte LinkedIn par exemple, tel jour il y a eu plus de visites dans votre chaîne YouTube par exemple, grâce aux graphiques à courbe. Après les graphiques à barre, nous avons maintenant les graphiques à barre. Ici, on avait les graphiques à courbe, nous avons maintenant les graphiques à barre. Nous avons déjà l'exemple d'un graphique à barre. Utilisez les graphiques à barre pour comparer les valeurs discrètes entre différentes catégories, suivre des changements au fil du temps ou identifier les tops et les bottoms d'un classement car ils sont simples à lire et excellents pour visualiser les comparaisons des fréquences ou des gradués ou des grandeurs. Par exemple, ici, on peut avoir termes de ventes, les pays où il y a plus de ventes, on peut avoir une liste ou une colonne là où nous avons par exemple 10 pays. Et dans les 10 pays, on a besoin de voir dans les 10 pays quel est le produit qui a beaucoup plus été vendu. On peut également voir les sites. Nous sommes dans les sites, par exemple les sites internet. Et on a besoin de voir euh, quel pays a beaucoup plus visité notre site. On peut voir ça par exemple sous forme de graphiques à barres parce qu'ils sont là pour comparer des valeurs discrètes entre différentes catégories. On peut avoir par exemple la France, on peut avoir par exemple le Mexique, on peut avoir par exemple Belgique, Allemagne et on vous montre les temps de visite par pays grâce aux graphiques à barres. Maintenant, les graphiques à barres, on a l'exemple ici. Un bon exemple est de montrer les ventes mensuelles de différents produits où chaque produit est une barre et sa hauteur représente le total des ventes, permettant de voir instantanément quel produit se vend le mieux. C'est également à ce niveau, on peut dire que les premiers graphes représentent par exemple les produits. On met par exemple ici tomates. On a besoin de voir tomates a été vendu à quelle quantité. Et là, juste ça, ça va représenter la quantité. Juste là, vous voyez les bottoms ici, les tops ici va représenter la quantité. On peut dire par exemple, il y a eu plus de 4000 ventes de tomates. Par exemple, on prend ici le deuxième produit. On dit par exemple qu'il y a vente par exemple des téléphones. On dit par exemple on a eu plus de 3500 ventes de téléphones. C'est comme ça qu'on explique les graphiques à barre. On voit juste les catégories et on voit aussi les valeurs qui sont représentées juste à droite. Juste au-dessus au niveau du top et au niveau des bottom nous avons les noms des produits. Dans l'exemple qui est illustré à ce niveau, on dit on a besoin de montrer les ventes mensuelles des différents produits où chaque produit est une barre. Vous voyez la barre ici. Ici, on va dire que ce sont des produits. Et sa hauteur représente le total des ventes. Ici, la hauteur va représenter le total des ventes. Là où on a la hauteur qui est un peu élevée, ça signifie qu'il y a plus de ventes. Au fur et à mesure que nous avons la hauteur, au fur et à mesure que la hauteur varie, ça signifie que les ventes ont diminué. Après les graphiques à barre, nous avons ce qu'on appelle les histogrammes. Vous voyez que les graphiques à barre est représenté presque comme les histogrammes. Dans la suite, on va voir la différence qui existe entre les graphiques à barre et aussi les histogrammes. Utilisez un histogramme pour visualiser la distribution d'une variable quantitative continue. On peut avoir la taille, on peut avoir l'âge, on peut avoir le temps, on peut avoir les revenus. En regroupant les données en classes, intervalles et en comparant la fréquence de chaque classe, révélant ainsi des tendances, des regroupements ou des valeurs aberrantes, contrairement au diagramme à barre qui compare des catégories distinctes. Lors de l'utilisation des graphiques des histogrammes, on doit d'abord faire par exemple des classes, des intervalles. On peut avoir par exemple l'âge ou afin de visualiser l'âge au niveau des graphiques, on peut d'abord faire la tranche d'âge. On dit par exemple nous avons 18 à 25, 26 à 35,
36 à 46 par exemple. Et à ce niveau, dès qu'on va effectuer les différentes tranches d'âge, on va directement représenter ça sous forme de graphique. Les histogrammes, on les utilise pour des variables qui sont quantitatives, continues. On a donné l'exemple comme l'âge, la taille, les temps et aussi les revenus. Par exemple, un histogramme peut montrer la répartition des âges des clients, classe d'âge 10 à 19 ans, 20 à 29 ans, pour identifier la tranche d'âge la plus fréquente. On peut aussi avoir par exemple notre supermarché et à chaque client, on lui demandait d'abord l'âge. Par exemple, une personne a dit qu'il a 20 ans, une autre a dit 23, l'autre a dit 27 ans. Et on a une liste de 130 clients. Et les 130 clients, on va classifier l'âge en termes de tranches d'âge. Et lorsque nous aurons les tranches d'âge, on peut directement représenter ça sous forme de histogrammes. Et là, on va dire que la tranche d'âge, par exemple, 20 à 25 ans, était beaucoup plus représentée dans notre supermarché. Et là, on va dire que les clients qui achètent des produits dans notre supermarché sont beaucoup plus ou ont l'âge qui varie entre 20 et 25 ans grâce à l'histogramme. L'histogramme est utilisé ou on doit utiliser un histogramme pour visualiser la distribution d'une variable qui est quantitative, continue en regroupant les données en classes et en comptant la fréquence de chaque classe, révélant ainsi des tendances, des regroupements ou des valeurs aberrantes. Et également grâce aux histogrammes, on peut voir des valeurs aberrantes. Comme par exemple, d'abord les valeurs aberrantes, ce sont des valeurs qui ne sont pas exactes, qui sont hors de la normale. On peut dire par exemple une personne a 25 ans et l'enquêteur sur terrain, au lieu de mettre 25 ans, il a mis 250. Et les 250 à la place de 25, on va appeler ça valeur aberrante. C'est une valeur qui n'est pas vraiment normale. Dans notre génération, on ne peut pas avoir une personne qui a 250 ans. Ça signifie que c'était une erreur de frappe. Donc, à la place de 25, à la place de 25, il avait mis 250. Et là, on peut facilement modifier les données. On va voir ça dans la suite de notre formation lorsque nous allons parler de nettoyage des données. Et cette valeur aberrante, on peut facilement voir ça grâce aux histogrammes. Et maintenant, c'est quoi la différence entre les graphiques à barres et les histogrammes? Comme vous pouvez le voir ici au niveau des histogrammes, qui est là, et ici au niveau des graphiques à barres, c'est presque la même chose. Maintenant, c'est quoi la différence entre les graphiques à barres et les histogrammes? Les histogrammes donnés d'abord sont des types numériques. On peut avoir les continus. L'exemple, nous avons les poids, il a 55,7 kg. Nous avons la température, il a 36,5 degrés Celsius. Ce sont des données qui sont quantitatives, continues. Les buts également des histogrammes, c'est montrer la distribution et la forme des données. À ce niveau, nous avons la fréquence dans des intervalles. C'est ce qu'on disait par exemple pour les tranches d'âge. Nous avons également l'autre différence, l'apparence. Barre jointive, pas d'espace car les intervalles sont contigus. Ici, comme vous pouvez le voir ici, juste au niveau des graphiques ici, les barres sont jointives. Il n'y a pas d'espace entre les barres. Ça signifie que dès que vous voyez l'histogramme et dès que vous voyez les graphiques à barres, vous pouvez facilement différencier ça au niveau des visualisations. Les graphiques à barres, il y a l'espace, alors que pour les histogrammes, il n'y a pas d'espace entre les barres. Vous voyez qu'ils sont attachés. Ils ne sont pas détachés comme pour les graphiques à barres. Maintenant, les graphiques à barres sont là, vous voyez la représentation des graphiques à barres. Données, ils sont catégoriels, discrètes. On peut avoir des variables qui sont qualitatives. On peut avoir par exemple la couleur, les produits, les villes. Les buts des graphiques à barres, c'est comparer les valeurs entre différentes catégories. C'est ce qu'on a vu précédemment. Là, on avait
les produits, on a besoin de voir combien de fois un produit a été acheté. On peut facilement faire ça avec les graphiques à barres. Ils vont nous permettre de comparer les valeurs entre différentes catégories. On peut dire tomate, on peut dire téléphone, on peut dire par exemple d'autres articles qui ont été vendus dans votre supermarché ou magasin. L'apparence également, les barres séparées par des espaces pour marquer la distinction entre les catégories. Comme vous pouvez le voir juste ici à côté, il y a l'espace entre les barres, ce qui n'est pas le cas pour les histogrammes. Les histogrammes sont collés ou sont des barres jointives, alors que pour les histogrammes, les barres, il n'y a pas d'espace, ils sont séparés. C'est ça la différence qui existe entre les graphiques à barres et les histogrammes du point de vue données, bi et apparence. En bref, l'histogramme égale des données continues et les graphiques à barres égale aux données catégorielles. Et lorsqu'on parle des données catégorielles, on voit les variables qui sont qualitatives. On peut avoir les continues on peut avoir les variables qualitatives nominales ou ordinales. Après les histogrammes, les graphiques à barres, les graphiques à secteurs, maintenant nous avons les nuages de points. C'est l'un des graphiques les plus utilisés dans Power BI, dans SPSS, dans Stata, dans Excel. C'est l'un des graphiques les plus utilisés. Nous avons déjà là les nuages de points. On utilise un nuage de points pour visualiser la relation entre des variables numériques. Identifier des tendances, des corrélations positives, des corrélations négatives ou absence de corrélation. Repérer des valeurs aberrantes. Grâce au nuage de points, on peut détecter des valeurs aberrantes. Et aussi grâce au nuage de points, on peut visualiser la relation entre des variables numériques pour identifier les tendances. Dans ces cas, on peut avoir des corrélations positives, des corrélations négatives ou des absences de corrélation. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a absence de corrélation? Quand est-ce qu'on dit qu'il y a corrélation positive? Quand est-ce qu'on dit qu'il y a corrélation négative? On dit qu'il y a absence de corrélation lorsque R égale à 0. Lorsque R égale à 0, on va dire qu'il n'y a pas de corrélation. Lorsque R égale à 1, on va dire qu'il y a une corrélation parfaite positive. Ou autrement dit, on peut dire que lorsque R est supérieur à 0, on va dire qu'il y a une corrélation positive. Dans la corrélation positive, nous avons une corrélation parfaite positive et nous avons aussi une corrélation forte positive. Une corrélation est positive lorsque R est supérieur à 0. Lorsque R est inférieur à 0, la corrélation est négative. Et lorsque R égale à 0, il n'y a pas de corrélation. Maintenant, les nuages de points, on utilise pour visualiser la relation entre des variables numériques, identifier des tendances, repérer les valeurs aberrantes. Nous savons déjà c'est quoi une valeur aberrante et faire des prédictions en ajoutant une ligne de tendance pour les cas de régression. Il est idéal pour comparer des grandes quantités de données sans tenir compte du temps et pour montrer des modèles dans des ensembles de données complexes comme la relation entre la taille et les points. C'est un graphique qui est vraiment beaucoup plus utilisé. On va voir aussi comment on peut l'utiliser dans la suite de cette formation. Maintenant, on va voir ensemble Power BI. On va essayer d'ouvrir ça ensemble. On va voir l'interface et on va voir comment ces logiciels fonctionnent. Nous avons déjà Power BI à ce niveau. Maintenant, comment fonctionne Power BI? On va d'abord expliquer ensemble l'interface. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons la barre de titres à ce niveau. Nous avons 100 titres et Power BI Desktop. Lorsqu'on a déjà enregistré notre projet, les 100 titres qui est ici va directement changer. Et il est toujours conseillé avant de commencer à travailler sur un projet dans Power BI de commencer par l'enregistrement. Car si vous n'aviez pas enregistré
euh, la base de données sur laquelle vous travaillez, si une fois il y a par exemple fermeture brusque de votre logiciel, vous risquez de perdre tout ce que vous avez déjà fait. C'est toujours important et conseillé d'enregistrer d'abord la base de données avant de poursuivre avec des nettoyages ou autres types de modifications ou voire même la visualisation des données. Et lorsque vous aviez enregistré votre base de données ou votre projet, ici au niveau des barres de titres, les 100 titres ici vont directement changer. Si une fois vous aviez enregistré en allant dans Fichier, enregistrer sous, je vais enregistrer d'abord ça. Je vais prendre parcourir cet appareil pour voir l'emplacement où je vais enregistrer ces projets. Et là, nous avons des éléments fichiers Power BI. Je vais passer ici au niveau du bureau ici pour mettre les noms de ces projets. Je vais appeler ça par exemple test par exemple. Mettons test. Je vais cliquer sur enregistrer. Travail en cours. Et là, vous voyez que on me dit que test dernier enregistrement aujourd'hui à 16h03 minutes. Les tests ici, directement, c'est les noms qu'on vient d'octroyer à notre projet. C'est toujours important d'enregistrer avant. Et ça, à ce niveau, c'est ce qu'on appelle barre de titres. Ensuite, ici, nous avons la barre des menus. Là, nous avons fichier, accueil, insérer, modélisation. Ça, c'est la barre des menus. Ici aussi, nous avons la barre d'outils. C'est à chaque niveau, à ce niveau, on va à chaque fois voir les outils de chaque menu. Vous voyez, les outils ici changent dépendamment des menus qui est sélectionné. Lorsque je prends accueil, vous voyez, lorsque je prends insérer, ça change avec les choix d'accueil, insérer ou modélisation. Ensuite, ici, nous avons la zone de visualisation. Ici, c'est à ce niveau où on va à chaque fois visualiser notre tableau de bord lors de la création des tableaux de bord des graphiques. C'est à ce niveau où on va à chaque fois voir cela. On peut ajouter ça au niveau de zoom. Je peux zoomer la zone de visualisation à ce niveau. Je peux zoomer, dézoomer. Je maintiens ça à 81% par exemple ou 74%. Maintenant ici nous avons encore une autre partie, la visualisation ici. Visualisation, c'est à ce niveau où nous avons les graphiques. On peut avoir ici des graphiques à barre, des graphiques à secteur et des nuages de points. À ce niveau, nous avons pas mal de graphiques que nous allons utiliser dans la suite de cette formation. Et pour visualiser les données, nous irons à chaque fois ici au niveau de affichage table. On va seulement cliquer à ce niveau pour voir notre base de données. À chaque fois, on sera en train de visualiser la base de données à ce niveau. Nous avons aussi affichage du rapport. C'est à ce niveau où on va à chaque fois jouer avec les graphiques, création du tableau de bord. Ici, au niveau des vues des modèles, c'est à ce niveau où on va faire la création des relations entre les différentes tables, par exemple. On peut faire ça à ce niveau, au niveau des vues des modèles. Ici, nous avons vues des requêtes DAX. À ce niveau, on peut exécuter nos requêtes DAX que nous allons voir également dans la suite de notre formation. Ici, en bas, nous avons affichage de la disposition du bureau. Nous avons aussi affichage mode mobile. Vous pouvez seulement cliquer ici pour changer l'affichage. Dès que je clique là-bas, vous voyez que l'affichage vient de changer. J'arrive dans l'affichage disposition du module. Ici, nous avons également page 1. Nous avons la possibilité d'ajouter des pages comme dans Excel où on peut ajouter par exemple des feuilles. Ici, nous avons la possibilité d'ajouter des pages. Pour ajouter une page, il suffit seulement de cliquer sur les plus ici à côté. Je clique là-bas et je vais d'ajouter une deuxième page. Je clique encore ici pour ajouter une troisième page. Et j'ai également la possibilité de modifier les noms de la page. Il suffit seulement de double-cliquer sur la page. Et dès que je double-clique là-bas, j'ai la capacité ou la possibilité de modifier. Et là, je peux automatiquement écrire par exemple projet 1. Projet 1. Pour modifier, c'est toujours vous double-cliquez pour modifier. Vous avez la possibilité de supprimer. Je peux supprimer la page. Il suffit de faire clic droit
puis vous prenez supprimer cette page. Si vous enregistrez les rapports ultérieurement, Power BI les supprimera définitivement. Supprimer. Je vais les supprimer. Je peux également supprimer la troisième page ici. J'ai également la possibilité de dupliquer la page. Il suffit seulement de cliquer sur dupliquer. Et là, comme vous pouvez voir, on me dit doublons des pages 3 parce que j'ai viens de dupliquer la page. Je supprime. À part dupliquer, on a également la possibilité de faire clic droit pour renommer ou autrement, on pouvait seulement double-cliquer pour renommer. Vous avez également la possibilité de masquer une page. Il suffit de faire clic droit et je vais prendre masquer. Et après ça, nous avons également l'option zoom ici qu'on a expliqué pour agrandir ou dézoomer la zone de visualisation ici. Nous avons maintenant fichier ici. Dans fichier, nous avons la possibilité d'enregistrer un projet, enregistrer sous. Nous avons aussi la possibilité de se connecter si vous avez un compte Power BI. Vous pouvez seulement cliquer sur se connecter. Nous avons également une option qui est vraiment importante, options et paramètres. À ce niveau, nous avons la possibilité, comme vous pouvez le voir ici, notre background est en couleur blanche. Nous avons la possibilité de mettre ça en couleur noire en allant toujours ici dans fichier, puis on va prendre options et paramètres. Pour modifier la couleur de notre interface ici, passer de cette couleur ici en couleur noire ou en mode sombre, je peux seulement venir ici, clic droit, options et paramètres. Ensuite, je vais prendre options. Et là, je vais seulement patienter l'ouverture de la fenêtre qui contient les options. Et là, la fenêtre est déjà ouverte. Maintenant, à ce niveau, je vais choisir paramètres des rapports. Je clique là-bas. Et là, à ce niveau, je vais prendre personnaliser l'apparence. Pour personnaliser l'apparence, je vais prendre modifier l'apparence globale de votre Power BI Desktop, qui est le Power BI que nous utilisons. Ici, je vais choisir une option. Ici, nous utilisons l'option hériter. On va prendre sombre. Je vais cliquer là-bas et je vais prendre sombre. Et dès que je sélectionne sombre, je vais cliquer sur OK. Et là, on va voir que ça va automatiquement changer. Et là, vous pouvez voir que nous avons déjà la couleur noire que nous pouvons utiliser dans ces logiciels. C'est une couleur qui est quand même pas mal. Pour les personnes qui préfèrent les modes sombres, vous pouvez facilement l'utiliser. Pour rendre ça visible, pour moi, je vais utiliser la couleur blanche qui est héritée ici dans Power BI par défaut. J'ai toujours dans fichier, je vais prendre options et paramètres. Ensuite, je viendrai prendre paramètres des rapports. À part sombre et hérité, vous avez aussi clair. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Je vais prendre hérité, c'est ce qui était configuré ici par défaut. Je vais cliquer sur OK. Et là, vous pouvez voir que nous avons déjà notre couleur initiale. Ensuite, ici, nous avons accueil. Ici, au niveau des accueils, nous avons la possibilité d'importer les données dans Power BI en allant dans obtenir des données. Je peux seulement cliquer à ce niveau. Et là, au niveau des sources de données communes, je vais déterminer les types de la base de données que j'ai besoin d'importer dans Power BI. Ça peut être un classeur Excel, ça peut être des données CSV, les Comma Separated Value, ça peut être des SQL Server, ça peut être des web, ça peut être des requêtes vides. Vous pouvez facilement importer ça dans Power BI en allant dans accueil, obtenir des données. Vous pouvez facilement cliquer sur classeur Excel si une fois c'est une base de données Excel qui est sous l'extension XLSX et d'autres extensions Excel. Maintenant ici, nous avons aussi entré les données grâce à cette option qui est importante. Nous avons la possibilité d'écrire des données manuellement. Ça signifie que vous pouvez avoir des données qui sont sur papier et vous avez besoin de transcrire ces données dans Power BI pour effectuer la visualisation et faire des tableaux de bord. Vous pouvez facilement aller dans entrer les données pour écrire les données et les visualiser. Ensuite, nous avons ici transformer les données, qui est l'option qui va nous permettre à chaque fois de transformer les données après que vous ayez importé les données. C'est ça l'éditeur Power Query. Lorsque nous importons une base de données dans Power BI, nous avons la possibilité de passer directement dans Power Query
pour faire du nettoyage avant d'importer directement les données dans Power BI. Et nous avons également la possibilité d'importer d'abord les données dans Power BI et ensuite passer dans Power Query pour effectuer des nettoyages et autres types de modifications pour les données. Ici, nous avons nouveau visuel. Dès que vous cliquez sur nouveau visuel, Power BI vous donne directement un graphique. Vous allez voir, je clique sur nouveau visuel et Power BI me donne directement l'histogramme ici qui est configuré par défaut. Nous savons déjà les noms des graphiques que nous pouvons avoir tel qu'on l'a vu dans la partie pratique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'histogramme. Et nous avions vu la différence qui existe entre l'histogramme et les graphiques à barre. Maintenant, ici, nous avons zone de texte. La zone de texte est utilisée par exemple lorsque vous avez déjà fait votre tableau de bord et vous avez besoin de mettre un titre là au-dessus. Vous pouvez seulement cliquer sur la zone de texte. Puis ici, vous pouvez agrandir ça au niveau de votre tableau de bord et vous pouvez facilement écrire tout ce que vous voulez. Vous dites par exemple projet campagne par exemple 2026, campagne de vaccination par exemple 2026. Vous pouvez facilement faire ça. Je peux agrandir ici. J'ai mis ça par exemple à 40. Je peux mettre ça en gras. Je peux mettre en italique si une fois je l'ai vu. Je peux également changer la couleur de la police. Je peux par exemple mettre ça en couleur bleue ou n'importe quelle couleur. Et ça, c'est ce qu'on appelle ici. Pour faire ça, nous aurons à chaque fois besoin des zones de titres lors de la création de notre tableau de bord. Ici, nous avons aussi les copilots, nous avons aussi la préparation des données pour l'IA. Ça peut vous aider lorsque vous avez des complications pour avoir des leads. Vous pouvez utiliser l'un de ces outils ici. Ensuite, ici, nous avons inséré ici qui va nous permettre de faire des nouvelles pages. Je peux cliquer sur nouvelle page, par exemple page vierge. Et dès que je clique sur une nouvelle page, vous voyez qu'une nouvelle page est créée à ce niveau. Au lieu d'aller d'insérer pour prendre une nouvelle page, vous pouvez à chaque fois cliquer sur les plus comme on l'a précédemment vu. Je peux aussi cliquer sur une nouvelle visuelle. Nouvelle visuelle est dans accueil et il est également dans insérer. Vous pouvez faire aussi pas mal de choses avec insérer. Là, nous avons également zone de texte, nous avons des formes. Vous pouvez utiliser des formes comme on les fait avec Excel, Word aussi. Pour l'utilisation des formes, vous pouvez aussi faire, vous pouvez mettre aussi des images ici. Ensuite, ici, nous avons la modélisation ici. Ici, c'est à ce niveau où on va à chaque fois faire la création des relations entre des différentes tables ou la gestion des relations. C'est comme les Power Pivots. C'est à ce niveau où on va à chaque fois jouer avec les relations entre les différentes tables. Vous voyez, nous avons une nouvelle table, nous avons géré les relations et on va à chaque fois visualiser ça ici au niveau de vie des modèles après la création des relations au sein des différentes tables. Ici, nous avons, après modélisation, nous avons affiché. Ici, il s'agit de changer la mise en page ou mise en forme de notre tableau de bord. Vous pouvez facilement changer ça en allant dans afficher. Nous avons aussi optimisé, suspendre les visuels. Nous avons actualisé les visuels. Ça nous permet d'actualiser à ce niveau. On va voir tout ceci dans la suite. Maintenant, c'est qu'on va voir, on va importer les données. On va voir comment on peut importer les données directement. Je vais supprimer les pages ici. Je supprime. Je vais également supprimer la page ici. Et je vais maintenant importer les données. On va voir comment les données sont affichées dans Power BI. Pour importer les données, j'irai ici dans Accueil. Ici, je vais cliquer sur Obtenir les données. Je vais faire clic. Puis je vais prendre classeur Excel parce que chez moi, je vais importer un classeur Excel. Je clique là-bas et je vais prendre Supermarché. Je clique sur Supermarché. Je vais cliquer sur Ouvrir. Et là, je vais patienter l'ouverture. Et là, vous voyez, nous avons déjà une fenêtre ici qui est en cours de téléchargement.
Grâce à cette fenêtre ici, on peut directement passer dans Power Query pour faire le nettoyage des données et autres choses. En cliquant directement ici au niveau de transformer, je vais d'abord sélectionner. Je vais sélectionner supermarché. Maintenant, je peux facilement aller dans transformer les données. Dès que je clique sur transformer les données, il y aura ouverture d'une autre fenêtre pour Power Query. Pour le moment, on va ignorer ça. Nous aurons une séance pour la transformation des données. Dans la suite de cette formation, pour le moment, je vais d'abord charger pour importer les données directement dans Power BI. Vos requêtes comprennent des modifications en tant qu'ils n'ont pas été. Ça, je vais ignorer les changements. Je vais patienter un peu l'importation des données. Et comme vous pouvez les voir, on a dit que les données seront juste à ce niveau. On va donner, nous avons supermarché, client. Et dès que je vais ouvrir ici, on va directement me montrer les différentes tables qui sont dans ma base de données. Ou si on peut dire des feuilles. Non, ce sont des colonnes, pardon. Ce sont des colonnes qui sont dans ma base de données à ce niveau. J'irai maintenant ici dans affichage table pour visualiser les données. Dès que je clique sur affichage table, mes données sont déjà à ce niveau. Vous voyez, j'ai Client ID, j'ai les noms des clients, j'ai les sexes, j'ai l'âge des clients, j'ai la ville, j'ai aussi la catégorie produit, j'ai produit, quantité, prix unitaire, montant total, date, date à champ. Vous pouvez voir que nous avons ici une base de données qui est actualisée. Comme vous pouvez le voir, nous avons des données de octobre 2025. Vous avez les données de jeudi 26 décembre 2024. C'est des données qui sont un peu actualisées. Nous avons aussi les modes de paiement dans notre base de données. Avant de commencer à visualiser les données, on doit d'abord comprendre la base de données pour savoir ce qu'on a envie de montrer. Comme par exemple, on peut avoir besoin de savoir la plupart de nos clients sont de quelle ville, la plupart de nos clients sont de quel sexe. On peut aussi voir les produits qui a été beaucoup plus vendus grâce au graphique. On peut faire tout cela dans affichage du rapport. Il suffit seulement de cliquer sur affichage du rapport pour commencer avec la création de notre tableau de bord. Ici, c'est pour affichage table. Ici, c'est pour vie des modèles. Ici, nous avons déjà vu des modèles à ce niveau. Ici, nous pouvons passer dans DAX. Maintenant, nous allons d'abord passer au niveau d'affichage du rapport. Ici, on va essayer de faire des graphiques. On va d'abord utiliser, par exemple, on va jouer avec la colonne. On a besoin de représenter, par exemple, les sexes ici, ou soit on a, par exemple, besoin de représenter l'âge, ou par exemple, les différentes villes. Je peux seulement passer à ce niveau et je vais choisir par exemple l'histogramme groupé ici. Ensuite ici je vais prendre supermarché client. Je viendrai ici, je vais chercher ville ici. La ville est là. Je vais cocher ville. Et je vais encore mettre ça au niveau des axes des Y. Et là, vous pouvez voir que j'ai déjà la ville. Je peux ajouter la taille. Nous avons nombre de villes par ville. Nous avons ici, on peut jouer aussi avec la modification de notre titre, de ces graphiques. On va voir comment on peut les modifier. Pour le moment, on peut évidemment voir que la plupart de nos clients viennent de la ville de Lyon. Ensuite, si nous avons Marseille, nous avons ensuite Paris, nous avons Toulouse, nous avons aussi Nice. Les clients de notre supermarché viennent de ces 5 villes ici. Et là, comme vous pouvez le voir, on peut jouer avec la modification de ces graphiques. On peut ajouter par exemple les proportions, on peut ajouter les titres à ces graphiques. On va voir comment on peut jouer avec ça. On peut aussi appliquer des filtres à ces niveaux en allant dans filtre ici, filtrer CRC visuel. Je peux dire par exemple ville.
Je dis par exemple Lyon. Je vais cocher, sélectionner Lyon. Et là, vous voyez qu'on me montre directement Lyon. Si une fois on avait par exemple d'autres graphiques, on allait seulement filtrer en tenant compte de ces graphiques des villes et on va directement jouer avec d'autres graphiques. Maintenant ici, je peux seulement sélectionner tout, puis je vais enlever la ville de Paris ici à ce niveau. Dès que je décoche ça, je reste seulement avec 4 villes. Ça veut dire qu'avec ces filtres ici, vous pouvez seulement rester avec les données que vous avez besoin de présenter, juste en appliquant des filtres à ce niveau. Ici, nous avons aussi généré un alignement. Je peux aller mettre en forme votre visuel. Ensuite, ici, au niveau des axes X, je peux mettre en gras. Je peux ajouter, par exemple, la taille. Là, je crois que c'est 30. Je vais mettre 110. Et là, vous voyez que ça change là-bas. Je peux aussi jouer avec les axes Y. Je vais mettre ça en gras. J'ai mis 115 à 6. Ça, c'était les titres. Je peux aussi passer dans axe Y. Je peux également changer ça. Je vais mettre 100 minimum. Entrer les valeurs. Je peux dire le minimum c'est à 10 et le maximum c'est à 50 par exemple. Et là, comme vous pouvez le voir à ce niveau, on avait d'abord 0 et là on a des témoins 50. Ça signifie que on n'a plus besoin d'avoir les zéros. On peut seulement faire ceci une fois on a une idée des types de données que vous avez dans votre base de données. Pour jouer seulement avec la plage. Ensuite, ici, je peux passer au niveau des titres. Je peux mettre ici les titres. Je vais mettre client par ville. Ici, je vais mettre nombre de clients d'abord. Nombre clients. Je mets ça en gras. Je mets ça à 13. Et là, maintenant, je peux ajouter le quadrillage. Je vais donner ça la couleur qui est un peu comme ça. Je peux aussi ajouter la transparence. Et là, vous voyez que ça devient beaucoup ça devient un peu beaucoup plus visible. Et là, maintenant, je peux aller dans ajouter des analyses supplémentaires à votre visuel. Vous pouvez seulement ajouter par exemple la médiane, la moyenne. Une fois, c'était des données qui sont quantitatives. Ici, je vais revenir dans ajouter des données à votre visuel. Je peux également ajouter notre graphique à ce niveau. On va jouer avec quelles données ici. On peut voir. On peut ajouter également une carte. On va ajouter une carte ici. Pour ajouter une carte, on va d'abord aller dans Options ici pour donner à Power BI l'autorisation d'utiliser des données comme ArcGIS. Je viendrai dans Fichier, puis je vais prendre Options et Paramètres. Ensuite, je vais cliquer sur Options. Et après Options, je vais patienter un peu. Voilà. Ici, nous avons déjà Sécurité. Je vais cliquer sur Sécurité. Et là, je vais descendre ici. On va me dire ArcGIS pour Power BI. ArcGIS, c'est un logiciel qui est utilisé en cartographie pour la cartographie numérique dans les systèmes d'information géographique. On peut aussi avoir QGIS, c'est également un logiciel qui est utilisé en cartographie. Ici maintenant, on va dire à Power BI, utiliser ArcGIS pour Power BI. On va cocher cette case. Et aussi, on viendra cocher visuel des cartes et des cartes remplies. Je vais cocher ça. Puis je vais cliquer sur OK. Et là maintenant, je peux venir importer une carte. Je vais prendre ça par exemple. Et là, vous voyez que dès que vous cliquez sur un graphique à ce niveau, alors que vous n'avez pas encore
cliquez à côté pour montrer que vous avez terminé avec les graphiques précédents. Power BI change automatiquement les graphiques qui étaient là. Maintenant, moi, je vais annuler. Je peux faire CTRL Z ou soit je vais directement ici au niveau des barres des titres. Je vais dire annuler la dernière action. Maintenant, pour que Power BI ne parvienne pas à mélanger ces deux graphiques, vous voyez que d'abord les graphiques ici est sélectionné. Je vais d'abord cliquer juste ici à côté. Et là, les graphiques n'est plus sélectionné. Maintenant, je peux ajouter un nouveau graphique. Je viendrai sur carte. Je vais cliquer là-bas. Et comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné où faire glisser les champs pour remplir ces visuels. Et à ce niveau, comme vous pouvez le voir, dès qu'on ajoute la carte ici, on nous dit que les visuels des cartes et des cartes remplies sont désactivés, alors qu'on vient d'activer ça tout à l'heure. Pour enregistrer cette modification, nous allons d'abord fermer Power BI et ensuite on va encore ouvrir ça de nouveau. Ça ne va pas causer problème vu qu'on a déjà enregistré les projets. Je vais fermer Power BI puis je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Et maintenant je vais ouvrir des fichiers repair n'ont pas été ouverts. Voulez-vous oui. Je vais cliquer sur OK. Et là, vous voyez que Power BI est fermé. Maintenant, je viendrai au niveau ici des tests. C'est ça notre base de données. C'est ça notre projet. Je vais double-cliquer ça pour ouvrir ça dans Power BI. Et à ce niveau, les modifications seront directement enregistrées dans Power BI. Je peux facilement ajouter une carte et ça va fonctionner. Et à ce niveau, vous voyez déjà après l'ouverture encore de notre logiciel, la carte est déjà là. On peut facilement voir. Et là aussi, on a la possibilité de naviguer entre ici pour voir la position exacte. Vous voyez, on voit directement la France. Et là, vous voyez les points à ce niveau. Ici, comme vous pouvez les voir, lorsque nous allons dans Fichage Table, nous avions sélectionné Pays. Et Pays, c'est la France qui est sélectionnée uniquement vu que c'est le seul pays qui est dans notre base de données. Maintenant, ici, pour avoir au moins un peu plus de données sur la carte, à la place d'utiliser les pays, on peut utiliser les villes ici. On a Paris, on a Nice, on a Marseille, on a Lyon, on a Toulouse. On va utiliser les villes à ce niveau. Ici au niveau des pays, je vais enlever pays. Pour enlever pays, il suffit seulement de cliquer sur les petits points ici. J'enlève, puis je vais ouvrir ici. Je vais mettre ville. Et dès que je coche ville, directement sur la carte ici, on vient de cocher les villes ici. Vous voyez, nous avons les différentes villes qui sont cochées sur cette carte. Je peux maintenant déplacer sans je mets ça existe ici à côté. Je peux jouer avec la taille, je peux diminuer, je peux augmenter. Il suffit seulement de jouer avec les bords de cette carte. Nous avons ici notre graphique. Paris, nous avons, vous voyez, dès que je clique sur Lyon, ça change directement à ce niveau. Dès que je clique sur Marseille, directement au niveau de la carte, on sélectionne me montre Marseille. Dès que je clique sur Paris, au niveau de la carte, on me montre directement Paris. Dès que je clique sur Nice, on me montre Nice sur la carte. Maintenant, on peut aussi effectuer d'autres modifications sur ces graphiques avant d'ajouter notre graphique. Nous avons déjà ici, c'était le nombre de clients que nous avons par ville. Ici, nous avons aussi la ville. Maintenant, ici, on a besoin d'ajouter les proportions ou les nombres exacts sur chaque graphe. On peut aussi changer les titres ici. Vous voyez que nous avons nombre de villes par ville. On peut y ajouter notre propre titre. Et pour les faire, il suffit seulement de sélectionner les graphiques à ce niveau. Et je viendrai au niveau de mettre en forme votre visuel. Je clique là-bas. Et là, lorsque je descends, vous voyez que j'ai objet visuel et j'ai également général. Ici, au niveau de objet visuel, c'est là où nous avions essayé de changer l'axe X et l'axe Y. Et nous avions également ajouté le quadrillage qui va nous permettre un peu de voir la hauteur de chaque graphe. Le quadrillage, c'est important. Ça vous donne juste la précision de la hauteur de chaque graphe. Et l'axe Y, c'est là où nous avions modifié la police, la taille et aussi nous avions mis ça en gras. Maintenant, on va passer dans général ici pour changer les titres.
Pour changer les titres, je viendrai seulement ici afficher l'option des titres. Je vais ouvrir et là au niveau des textes, je vais cliquer là-bas, je vais dire euh, nombre de clients par ville. Je peux mettre clients par ville. On écrit ça comme ça importe pays, clients par ville. Et là en déterminant, j'ai déjà les noms au niveau de notre graphique. Je peux ajouter aussi en gras. J'ajoute également la taille, par exemple, j'ai mis ça à combien 22 c'est 30, j'ai mis ça à 18. Voilà, 18 c'est bon. Et là, je peux appliquer d'autres modifications. Je peux aussi mettre en italique. Je peux aussi venir ici au niveau de propriétés. La propriété nous permet d'ajouter la hauteur et aussi la largeur de notre graphique. Je peux diminuer par exemple la hauteur. Et là, je peux par exemple augmenter la largeur ou diminuer la largeur grâce aux propriétés. On peut également effectuer d'autres modifications comme par exemple l'effet. On peut mettre la transparence. Et on a aussi la possibilité de changer la couleur des graphiques que vous voyez ici. Vous voyez que nous avons ici la couleur qui est, c'est la couleur bleue. On viendra ici dans colonne ici pour changer la couleur des graphes ici. Je vais ouvrir colonne ici. J'ouvre colonne, puis je viendrai prendre la couleur ici pour modifier couleur. Et la couleur est déjà là. Je peux juste cliquer juste ici à côté pour modifier. Je vais prendre par exemple ça. Vous pouvez toutefois prendre la couleur qui vous intéresse. On peut aussi ajouter la transparence de cette couleur par exemple. Et là, vous pouvez effectuer des modifications que vous voulez pour la représentation de votre graphique. Et comme nous l'avions dit au début de cette séance, nous avons dit que les tableaux de bord ne doivent pas comporter plusieurs couleurs. À ce niveau, après aussi, on peut ajouter l'étiquette des données, donc les proportions. Pour ajouter ça, nous allons toujours mettre en forme votre visuel. Puis on va descendre ici au niveau des étiquettes des données. Je vais activer cette option ici. Et là, vous voyez que déjà l'étiquette est à ce niveau. Et là aussi, on peut ajouter, on peut effectuer d'autres modifications. On a déjà joué avec les titres, on a déjà joué avec la hauteur et la largeur. On peut aussi changer par exemple l'arrière-plan que nous avons ici. On peut juste ici aller dans arrière-plan. Puis j'ouvre ici pour changer l'arrière-plan. Je vais mettre par exemple la couleur. Et là, vous voyez que ça change un peu. Ça change. Je peux aussi mettre par exemple ça. Et là, je vais ajouter la transparence à 100 ici. Et là, vous voyez que les chiffres, et là, pour les chiffres, il y a déjà l'arrière-plan qui s'ajoute à ce niveau. Si une fois je décoche, vous pouvez voir que l'arrière-plan a un peu disparu. On va décocher l'arrière-plan, c'est pas vraiment très intéressant. Nous allons passer dans général pour voir d'autres modifications qu'on peut effectuer à notre graphique. On a déjà joué avec titre, on peut aussi aller dans effet. Arrière-plan ici, vous voyez que l'arrière-plan ici c'est en blanc. Je peux mettre par exemple cette couleur ici et là vous voyez l'arrière-plan qui est ici au niveau de général est différent de l'arrière-plan que nous avons ici dans objet visuel. Dans objet visuel c'est pour l'arrière-plan des proportions et là ici c'est pour l'arrière-plan de tous les graphiques. Moi je préfère toujours la couleur blanche, c'est ce qui rend un graphique vraiment lisible. On peut aussi ajouter des bordures. Vraiment, c'est ce que je préfère pas vraiment ajouter des bordures personnellement. Je peux seulement ouvrir ici, je vais ouvrir bordure et là je peux ajouter la couleur des bordures. Je peux dire par exemple ça. Je peux aussi ajouter je vais jouer avec ça. Je peux aussi ajouter la largeur. Mais je décoche ça. Vous voyez que ça s'affiche comme ça. Lorsque vous jouez avec la largeur, moi je vais décocher ça. Et là, on vient de voir les modifications qu'on peut appliquer sur les graphiques. Vous pouvez aussi ajouter de l'ombre. Ça vient
sous forme de l'ombre portée. Ici, nous avons aussi format des données. Vous pouvez jouer avec tout ça. Vous pouvez jouer avec toutes ces modifications que nous avons à ce niveau pour rendre votre graphique un peu lisible. Maintenant, à ce niveau, on va ajouter la taille ici. On va ajouter aussi la taille pour la carte. On va jouer avec ça un peu. On va ajouter encore au moins un graphique. On viendra dans affichage table. Comme on l'a dit au début, les variables ou les colonnes qui contiennent les données sont affichées à ces niveaux et les données sont toujours affichées aussi au niveau de affichage table. On a par exemple besoin de voir quelle catégorie de produits a été beaucoup plus vendue. Nous irons toujours dans affichage ici. On va ajouter un graphique. On peut ajouter toujours même graphique. Ou soit on peut prendre les graphiques à barre groupées. Dès que je clique là-bas, je n'avais pas encore désélectionné ça. Vous voyez que ça change directement ce qu'on avait à ce niveau. C'est pas grave, je vais déplacer juste ça ici au-dessus. Je garde ça là-bas. Ici au niveau des cartes, je vais diminuer un peu. Et là maintenant, je vais cliquer juste ici à côté pour ajouter un nouveau graphique. Je viendrai ici, je vais prendre graphique à barre groupée. Aujourd'hui, je vais prendre histogramme groupé. Je prends graphique à barre regroupé. Et à ce niveau, je vais prendre catégorie produit. Je coche ça là-bas. Et là, au niveau de l'axe Y, je vais encore ajouter ça au niveau de l'axe X. Il suffit seulement de transporter ça ici. Et là, maintenant, les résultats est déjà là, les graphiques et à ce niveau. Je peux également effectuer des modifications comme celles que j'ai effectuées sur les graphiques ici. J'irai dans mettre en forme votre visuel. Je clique là-bas, je vais jouer avec l'axe Y. À ce niveau, je peux jouer avec je mets ça en gras. Je peux aussi ajouter la taille ici. Si une fois je peux également jouer avec la police. Je peux modifier la police. Je peux aussi cocher, changer la position ici. Et là, dès que j'ai changé la position, vous voyez que les produits qui étaient à gauche changent d'étaitement à droite. Je vais laisser ça à gauche. Là, je vais cocher titre. Je vais mettre ça en gras. Je vais aussi ajouter la taille ici. Si nous avons catégorie produit, j'ajoute la taille. Je mets ça à 20. Et là, on peut aussi jouer encore avec quoi pour ça. Ici, on avait pris Valère. Valère ne nous intéresse pas pour le moment. Je vais descendre les titres. Ce qui nous intéresse, les titres. Vous voyez que le titre est déjà en gras et il est déjà à 20. Je peux ajouter ça à 25 au moins. On va voir ce que ça va donner. Et là, maintenant, je vais laisser les titres comme ça. Et je peux aussi descendre ici au niveau de axe X pour changer. Je vais aussi ajouter en gras. Au lieu de modifier Valère ici, on doit seulement modifier titre. On ne doit pas confondre les D là-bas. On peut également jouer avec Valère. Si une fois on veut, je mets ça en gras. Et là, je vais ajouter ça à 20. Ça sera très visible. Et là, au niveau des titres, je vais mettre ça en gras. Et je vais aussi ajouter la taille. Je mets ça à 20. Et là, je peux déjà laisser ça comme ça. Je vais passer au niveau du quadrillage. Je peux ajouter les quadrillages. Et nous avons aussi la possibilité de changer la couleur des quadrillages. Là, les quadrillages sont déjà là. Je peux ajouter la transparence. Je peux aussi modifier la couleur et la bande des gris. Et j'ajoute la transparence. Les styles de lignes, vous pouvez mettre des pointillés par exemple. Ou autre type, vous pouvez mettre des tirés.
comme vous voulez. Maintenant ici, je peux descendre également jouer avec l'étiquette des données. Je vais ajouter l'étiquette des données. Et là, on voit que les boissons, on a eu 43. On a eu les outils des ménages et pour l'hygiène, on a eu 40 et 37. Pour l'alimentation, on a eu 30. Et là, on se rend compte que les boissons ont été beaucoup plus vendues dans notre supermarché. Si une fois on revient seulement ici au niveau de la base des données, on a les produits boissons, nous avons 43 au niveau des graphiques. On a eu 43. C'est ce qui a été beaucoup plus vendu. Boissons, nous avons soda, nous avons jus, on a vraiment plusieurs. S'il faut on essaie de mettre ça sur les graphiques, est-ce que ça peut convenir au moins? On peut terminer seulement par les modes de paiement. On va ajouter les modes de paiement. On va voir les modes de paiement qui est beaucoup plus utilisé par nos clients. Pour ajouter ça, je vais cliquer seulement ici à côté pour montrer que je vais les sélectionner ici. Ici, on va d'abord modifier le nombre de catégories produits par client. Je vais modifier les titres et là-bas, nous irons dans, puis on va prendre général et là on va ouvrir titre et là on va cliquer là-bas pour changer les titres. On va dire catégorie produit. On va mettre produit seulement. On peut mettre produit. Produit c'est le l'achat. On met seulement produit. Je mets le titre en gras. J'ajoute la taille. Je mets ça à 20. 20 c'est trop. Je mets ça à 18. Je mets ça à 18. On peut ajouter aussi, on peut aussi jouer avec la hauteur. On peut ajouter la hauteur ou on diminue. On va diminuer un peu. Et là, au niveau du effet, on peut jouer avec l'arrière-plan. On laisse tout ça ici. Vous pouvez aussi jouer avec la bordure, l'ombre également. On laisse tout ça par défaut comme ça. Je vais ajouter maintenant, selon les modes de paiement, nombre ménage. Vous voyez que lorsque je clique seulement sur un graphe, ça bouge un peu. Je prends par exemple Marseille. Dès que je clique sur Marseille, on me dit que à Marseille, les boissons sont achetées. Par exemple, il y a 10 ventes ici parce que chaque vente correspond à un client. Et là, on voit que pour l'hygiène, on a ici vente. Pour l'alimentation, on a ici vente. C'est-à-dire que ici, pour Lyon, c'est 11. Pour Marseille, nous avons 10. Pour Nice, nous avons 9. Et là, dès que je clique seulement ici, les graphiques est devenu interactif. Les tableaux de bord est devenu interactif. Dès que je clique seulement ici, ça peut changer tout ce que nous avons entre ces différents graphiques. Maintenant, on va ajouter le mode de paiement. Je vais seulement cliquer ici à côté. Et là, on va prendre l'histogramme empilé. On peut aussi utiliser les histogrammes groupés. Utilisons même celui-ci. Et là, maintenant, on va ajouter les données. La colonne à quel nom ici, c'est mode de paiement. Je vais revenir dans affichage rapport, mode de paiement. Voilà, mode de paiement est là. Je vais ajouter ça à l'axe Y et aussi à l'axe X. Et là, les modes de paiement sont là. Nous avons carte, nous avons espèce et nous avons aussi mobile money. Ce sont les moyens de paiement qui étaient utilisés par nos clients. Je peux également jouer avec les couleurs ici. Je peux également jouer avec les titres que nous avons ici, nombre de ventes, nombre de modes de paiement. Je peux seulement aller dans mode visuel ici. Je viendrai ici dans axe Y. Tout ça, je laisse d'abord par défaut. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les titres ici, nombre de mots de paiement. Je viendrai ici dans général. Je vais seulement changer ça pour gagner le temps. Je vais mettre mode de paiement. Modes de paiement.
j'ai mis ça en gras, j'ai mis ça à 18 comme partout, 18. Et là maintenant nous avons déjà notre étalon des bords. Ici nous avons carte. Nous avons, ouais, dès que je clique sur carte, partout ça change. Dès que je clique sur mobile money, partout ça change. Je peux également jouer avec des filtres. Juste ici au-dessus, vous voyez filtrer, filtrer et segments affectant ces visuels. Je peux jouer avec les filtres. Ici, nous sommes déjà à Paris. À Paris, on voit que les moyens de paiement les plus utilisés étaient cartes. C'était des cartes bancaires ici. Ici, ce qui était beaucoup plus acheté, c'était les outils pour l'hygiène. Ici, on voit des témoins au niveau de la carte. On nous montre des témoins Paris ici. Maintenant, ici, pour finaliser avec notre tableau des bords, on va seulement essayer de jouer seulement avec un peu euh, la mise en page. Comme on l'a dit au début de la séance, on doit respecter les groupements des graphiques. On doit grouper ça correctement. Je vais jouer un peu avec ça. J'augmente un peu. Et là, pour la carte, voilà, je vais aussi jouer avec ça. Comme ça, j'aurai la place pour ajouter les titres. Je clique là-bas. Je vais descendre. Voilà, je peux m'arrêter même à ce niveau. Et à ce niveau,